En duplex depuis Bamako au Mali, notre invité ce matin est Badou Koba, il est journaliste et avec lui nous parlerons de l'actualité donc au Mali, 82 militaires donc des FAMA libérés et l'agent français Yann Vézilier gracié. Badou Koba, bonjour. Bonjour. Alors ravi donc de vous avoir avec nous ce matin sur les 82 militaires des FAMA. Que sait-on précisément donc des circonstances de leur libération? Vous savez, les sources d'information divergent. Certains parlent d'une médiation discrète de l'Algérie, d'autres parlent du Togo, mais ce qui est plus plausible, c'est la médiation marocaine. Certains aussi disent que ce sont les Marocains qui se sont beaucoup impliqués pour que les 82 militaires maliens qui étaient détenus par le FLA et le GNM puissent être libérés, parce que le Maroc s'est impliqué dans la libération des otages au Burkina récemment. Cette version paraît plus plausible. C'est vrai qu'avec le changement de logistique diplomatique, le Mali a renié le fil du dialogue avec l'Algérie et désormais c'est la bonne entente, c'est l'entente cordiale puisqu'il y a eu échange d'ambassadeurs. Mais malgré tout, beaucoup se demandent si réellement l'implication de l'Algérie a joué un rôle de premier plan. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu une médiation discrète pour que les 82 militaires libérés qui étaient détenus depuis le 25 avril 2026 suite à l'offensive menée par le FLN et les jeunes contre la ville de Kidal. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans toute guerre, il y a la diplomatie, il y a les négociations de coulisses. Et probablement, c'est dans le cadre de ces négociations de coulisses que les 82 militaires maliens ont été libérés. D'un processus engagé dès leur capture et d'une planification rigoureuse. Ce langage vous semble-t-il correspondre à une opération militaire, à une négociation ou les deux? Oui, moi je pense que c'est les deux parce que il fallait manier le bâton et la carotte. Le bâton, c'est quoi ça? C'est la pression militaire. Faire savoir au génie fait là que l'armée malienne a la capacité d'aller chercher ces militaires capturés. De l'autre côté, il y a la carotte. La carotte, c'est quoi? Ça, c'est une médiation. Vous savez que quand il y a une crise dans un pays, surtout si c'est les enfants du même pays qui s'affrontent, parfois il y a des bonnes volontés qui essaient de s'impliquer, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau de certaines illustres personnalités, ou que ce soit au niveau de certaines organisations islamiques. Par exemple, on se rappelle de Saint Ezedio à Rome, Saint Ezedio à Rome, qui s'est impliqué dans beaucoup de conflits. On se rappelle également de certains dignitaires musulmans qui se sont impliqués dans la libération des otages. Rappelons que ce n'est pas la première fois que euh, des circonstances pareilles se passent. Mais le Mali aussi, dans le temps, a joué un grand rôle pour libérer des otages. On se rappelle en 2003 de la libération de 9 Allemands, de 4 Suisses et d'un Néerlandais. Et leur libération a été obtenue grâce à la médiation personnelle du président Amadou Touane en son temps, paix à son nom, parce que les otages avaient été pris en Tunisie, puis libérés au Mali. Et peu après, des rumeurs ont circulé pour dire que le Mali est complice de ces gens-là, alors qu'il n'en est rien. Il y a le cas de Pierre Kamat aussi, qui était à Menaka, qui était un humanitaire, qui avait été capturé à l'époque par Al-Qaïda au Maghreb islamique, si j'ai bonne mémoire, et qui a été libéré, et moyennant la libération de certains terroristes qui étaient détenus à Bamako. Il y a eu un procès, à la suite de ce procès, ils ont été libérés, et Pierre Kamat a retrouvé paisiblement la France. Donc c'est pour dire qu'en de pareilles circonstances, il y a la pression militaire exercée par les forces armées maliennes. Aujourd'hui, l'armée malienne est en capacité d'intervenir partout sur le territoire national pour aller à la recherche de ses fils. D'ailleurs, c'est la doctrine de l'armée malienne. Mais il y a la carotte, ça c'est les questions diplomatiques. Or, en matière de diplomatie, le Mali, en Afrique au sud du Sahara, est champion parce que le Mali est un pays de paix, de pardon. C'est un pays qui est toujours prêt à fumer le calumet de la paix. Donc, ce faisant, on peut dire que, au-delà de la pression militaire, la diplomatie a pleinement joué son rôle. Et la diplomatie a trouvé que le Mali est un pays quand même de paix et un pays de réconciliation. Et c'est dans ce cadre que les autorités militaires et les autorités civiles se sont impliquées pour obtenir la libération des 82 militaires maliens qui ont été capturés les armes à la main parce qu'ils n'ont pas démérité. Au-delà, il y aura d'autres libérations.
D'accord. Alors nous passons à présent au deuxième dossier qui retient aussi les attentions, celui de Yann Vézilier. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Alors un an après son arrestation, cette grâce intervient. Votre appréciation? Oui, mon appréciation par rapport à Yann de Villiers, vous savez que Yann de Villiers, c'était en quelque sorte un élément de la DGSE française qui se faisait passer pour un mécanicien euh, d'avion et alors que discrètement, il menait des opérations subversives sur le territoire national. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a été capturé, jugé et incarcéré. Mais puisque, comme je l'ai dit, le Mali est un pays d'ouverture, le Mali est un pays qui est prêt au pardon, et c'est dans ce cadre que Yann Viligier a été gracié par le président de la transition de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Donc, il n'y a pas eu de monnaie d'échange, contrairement à ce que les gens disent, il n'y a pas eu de monnaie d'échange. Il a été jugé, condamné, il a été gracié. Et généralement, à la veille des fêtes de l'indépendance, et je vais parler du 22 septembre, le président a le privilège, souvent il prend la sage décision de gracier des prisonniers de droit commun, etc., etc. Sauf que dans ce cas, c'est un peu plus compliqué parce qu'il s'agit d'un gros morceau. Il s'agit d'un agent de la DGC française. Il devait même passer le restant de ses jours en prison. Mais le président a eu la sagesse de le gracier. Une façon de montrer à la face du monde que contrairement à ce qu'on dit, euh, les autorités militaires au pouvoir ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des assassins. Et ils sont venus elles sont venues pour faire face, elles sont venues pour justement mettre de l'ordre, pour arranger les choses. Et dans ce cadre-là, vraiment, elles agissent dans les questions diplomatiques également pour prouver que c'est des intellectuels. Parce que nous, on a ces préjugés de faire comprendre aux autres que les militaires, généralement, ce ne sont pas des gens instruits, alors qu'à l'heure où je vous parle, tous les militaires sont des grands intellectuels. Je prends exemple sur le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Quand il parle, il impressionne immédiatement les foules. C'est un grand tribun, il est très populaire, et pour démontrer que les militaires ne sont pas des idiots. D'accord. Alors, le communiqué officiel fait état de l'intervention des bons offices d'un pays frère et ami. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'identité de cet intermédiaire? Oui, et vous savez, en de pareilles circonstances, il y a toujours des bonnes volontés qui agissent. Généralement, celui qui est capturé vient d'un pays. Et généralement, si le courant ne passe pas entre ce pays et le pays qui détient la personne en question, donc le pays est obligé de passer par des pays voisins, des pays limitrophes qui sont très proches du pays qui a entre ses mains la personne en question. Et dans ce cas de figure également, on parle du Maroc, on parle de la médiation du Maroc, on parle de la médiation togolaise, on parle même de l'Algérie. Mais comme je l'ai dit dès le début du débat, la médiation marocaine paraît plus plausible. Parce qu'il faut rappeler que c'est vrai que les liens entre l'Algérie et le Mali, c'est des liens historiques. Entre Faure Diassoumbe, qui est le président du Conseil des ministres du Togo, et le président de la transition de l'État, le courant passe très bien. Mais beaucoup pensent que le Maroc, qui cherche une influence diplomatique en Afrique subsaharienne, le Maroc qui veut s'imposer économiquement et que le Maroc s'est impliqué pour obtenir la libération des gens privilégiés. Mais quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on peut humblement dire que le dernier mot est revenu aux autorités de Bamako. Parce que c'est les autorités de Bamako qui avaient en main la clé de la prison où se trouvait Yann de Villiers. C'est selon leur bon vouloir que Yann de Villiers a été libéré. D'accord. Alors, ces deux annonces sont tombées le même jour à Bamako. Est-ce une simple coïncidence de calendrier? Ce n'est pas une simple coïncidence. Je ne crois pas si c'est une simple coïncidence. Ce qui est sûr et certain, les deux événements étaient liés. Et d'ailleurs, j'ai vu la réaction des internautes, des influenceurs qui disent que à travers la libération de Yann de Julie et la libération de nos 90 militaires, et on se rend tout de suite compte que la France soutient militairement et logistiquement le Front de libération de l'Azawad et le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam qui est FLA Génie. Et c'est ces commentaires qu'on trouve généralement sur la toile. Mais ce qui est sûr et certain, les deux événements sont liés. Et
Bon, il n'y a rien d'étonnant à cela. Que 82 militaires maliens soient libérés, que Yann Véligier soit libéré. Ça entre tout dans le cadre de la médiation internationale et dans le cadre des bons offices. Comme je l'ai dit, quand il y a une crise euh, dans un pays ou entre deux pays, naturellement, il y a des bonnes volontés qui se lèvent pour tenter une médiation et pour ramener autour de la table les protagonistes. Et depuis quelque temps, puisque le Mali a été respecté, les principes du Mali ont été respectés, donc le Mali a jugé bon d'ouvrir la porte du dialogue. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu ces libérations de part et d'autre. Ça ne dit pas que l'État malien est fait. Loin de là, ce n'est pas un État faible, ce n'est pas une république bananière, c'est tout simplement un pays responsable, je répète, un pays responsable qui, à un moment donné, a fait comprendre au monde que le Mali ne sera plus un pays où n'importe qui va venir essuyer ses soucis et continuer. Et la leçon a été comprise et c'est dans ce cadre-là que les intéressés ont pu obtenir la libération des personnes citées. Noté. Nous nous posons la question aussi de savoir à Bamako comment ces deux annonces sont dans l'opinion publique et surtout au sein des familles des militaires. Vous savez que les avis sont partagés. Quand il y a un tel événement, il y a ceux qui approuvent, il y a ceux qui désapprouvent. Donc, majoritairement, euh, ça a été approuvé par l'opinion publique parce que l'opinion publique pense que c'est un geste humanitaire que l'État malien devait produire. Et c'est dans ce cadre-là que les intéressés ont été libérés. Mais si vous prenez votre micro, vous descendez dans la rue, vous posez la question à certains, parce que certains ne savent même pas que 82 militaires ayant des villégiers ont été libérés. Mais ceux qui en savent quelque chose, vous leur demandez, ils diront tout simplement que cela veut dire que la diplomatie malienne est désormais active, le Mali est désormais respecté sur la scène internationale. Puisque c'est un geste humanitaire, le Mali étant un pays de pardon, un pays profondément croyant, un pays foncièrement croyant, un tel geste de la part du gouvernement malien ne doit surprendre personne parce que l'annonce a été faite à la télévision nationale. C'est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général Koulibaly, qui a lu le communiqué annonçant la libération non seulement de nos militaires et de Yann de Villigier. Et il a ajouté dans le communiqué que c'est un geste purement humanitaire. Badou Koba, donc c'est ici que s'arrête cet entretien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, nous poursuivons donc cette émission avec la pensée africaine. Sans plus tarder, suivons plutôt. La parole inspirante du jour est une citation du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, je cite, « Jamais nous ne courberons l'échine face à l'adversité. Nous resterons debout jusqu'à l'émancipation réelle de nos peuples. » Je cite encore, « Jamais nous ne courberons l'échine face à l'adversité. Nous resterons debout jusqu'à l'émancipation réelle de nos peuples. » Fin de citation, marquant donc un point final à ce 5e et dernier numéro de cette semaine de votre émission Prime Time. Ahmed Nessien, nous sommes en fin d'émission et en fin de semaine. Tout à fait, Prisca Combia, il se fut un réel plaisir justement d'avoir passé cette semaine avec toi, avec vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouveau Prime Time. Merci Ahmed. Merci. Merci à toute la rédaction de la C360 ainsi qu'à la brillante équipe de la technique. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre constante fidélité. Nous avons été ravis d'être avec vous toute cette semaine. Restez donc connectés sur les antennes de la C360 car l'actualité continue. Nous sommes en fin de semaine. Excellente fin de semaine à vous donc et portez-vous bien. N'oubliez surtout pas, chaque matin est une nouvelle chance. Au revoir.